Reprise de débat. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, je m'engage à être directement dans le sujet de la motion au cours de mon intervention. Alors, en 2003, l'un des plus grands hommes d'État de l'histoire du Québec, sinon le plus grand, j'ai nommé Jacques Parizeau, a prononcé les mots suivants. « Je n'ai mis personne en prison, on m'a traité de fasciste et d'intolérant. » C'est ça l'image. Pierre Trudeau a fait mettre 500 personnes en prison et c'est un grand démocrate. Je ne veux plus jouer ce jeu-là. Moi, je vous dis, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, à l'instar de M. Parizeau, on est nombreux à refuser ce récit canadien et à ne plus vouloir jouer dans ce jeu-là. Ces 500 personnes, des travailleuses et des travailleurs, des mécaniciens, des libraires, des militantes, des militants, des poètes, des artistes, des esprits libres provenant de tous les coins du Québec, leur seul crime, c'était de vouloir l'indépendance du Québec. Yves Pétel, Robert-Patrick Fény, Madeleine Piché, Jean Pilon, Jacques Pinsonneau, Jacques Plante, Marcel Plot, Claude Poisson, Jacques Poitras, James Pollan, Bernard Potvin, Jean-Pierre Potvin, Claire Pouliot-Bonenfant, Roland Prénovo, Charles Prévost, Jean Prieur, Denis Pronovo, Gilles Pronovo, Francine Quirion, Pierre Rabhi, Mario Racette, Rodolphe Racicot, Jean Racine, John Ranking, Robert Reed, Laurie Richard Rice, Jean-Marc Rioux, Jean-François Rivard, Jocelyne Robert, Gilles Rochelot, Yvon Rodrigue, Lise Rose, Suzanne Rose, Rose Doré, André Rousseau, Louise Rousseau, Claude Rousson, François Roux, Clément Roy, Denis Roy, Jean Roy, Normand Roy, Serge Roy, André Royer, César Rutigliano, Raymond Sabourin, Colette Saint-Hilaire, Gilles Saint-Pierre, Marcel Saint-Pierre, Claude Sanson, Luc Sanson, Alain Saumier, Maurice Savard, Clément Séguin, Daniel Séguin, Bertrand Simard, Penny Simpson, Éric Scoop, Viviane Scoop. Ces 59 noms font partie d'une liste de près de 500 personnes victimes d'un véritable acte de terreur d'État. Mes collègues et moi, on va tous les nommer aujourd'hui. Dans la seule nuit du 16 octobre 1970, plus de 450 personnes furent arrêtées et emprisonnées en vertu de la loi sur les mesures de guerre. C'était il y a 50 ans. Ottawa n'a jamais publié de liste officielle des personnes arrêtées dans le cadre de cette loi. L'application de la loi sur les mesures de guerre a généré environ 32 000 perquisitions sans mandat. Des 500 personnes arrêtées, il y en a 90 % qui ont été relâchées sans que des accusations soient portées et 95 % de celles qui ont été inculpées ont finalement été acquittées ou ont bénéficié d'un abandon des poursuites. En 1977, le gouvernement du Québec a mis en place la commission Cable sur les opérations policières en territoire québécois. Son rapport de 451 pages a montré que des agents de la GRC avaient, dès 1970 et durant les années suivantes, organisé une campagne de surveillance et de provocation contre des organisations qui avaient des affiliations avec les milieux indépendantistes. Il insistait d'ailleurs, le rapport, sur les actions illégales commises par la GRC. Attentats, incendies, vols, envoi de faux communiqués. Une vaste opération qui visait en somme l'établissement d'un climat de peur permanent pour la collectivité. Fait notable, Ottawa a refusé de collaborer avec la commission. Est-ce que ça nous surprend qu'aujourd'hui, on se heurte à un silence assourdissant de la part de la classe politique canadienne, aujourd'hui en 2020, 50 ans plus tard? La loi sur les mesures de guerre, elle a été adoptée en 1914. Elle a été évoquée une seule fois en dehors des deux guerres mondiales. Et c'est en octobre 70, en temps de paix. Comme si les événements d'octobre pouvaient être comparés à ces deux grands conflits mondiaux meurtriers qui ont marqué le 20e siècle. Puis elle a été même, en octobre 70, promulguée avant le décès du ministre Pierre Laporte. Elle rendait possible d'arrêter et d'emprisonner une personne pour 21 jours et de perquisitionner sans mandat et sans motif valable. Les droits et libertés étaient suspendus. Ni les États-Unis, qui en 1970 subissaient en moyenne 290 bombes par mois, ni la France, qui en 1969, un an plus tôt, on est à la même époque, là, qui était en passe avec le dossier algérien et les bombes en plein milieu des villes françaises, ne se sont rapprochés d'une telle mesure dans leur réponse.
Pour justifier la loi sur les mesures de guerre, Ottawa a évoqué l'insurrection appréhendée. Bon. Si le spectre d'un coup d'État planait sur le Québec, les services de renseignement canadiens devaient forcément être au... Point d'ordre, Monsieur le Président. L'honorable député de Shepherd, concernant un rappel au règlement. Mon honorable collègue a oublié d'annoncer qu'il partagerait son temps avec le député de Verchères les Patriotes. Je suis désolée. Je partagerai mon temps avec les députés. C'était... Oui. Je comprends complètement. Merci. C'est correct. Allez-y, monsieur. Merci. Alors, si le spectre d'un coup d'État planait sur le Québec, les services de renseignement canadiens, vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, ils étaient sûrement au courant. Ils devaient être les premiers à dire « Votez la loi sur les mesures de guerre ». Or, le commissaire de la GRC affirmait à l'époque que les enquêtes avançaient bien, que les corps de police collaboraient et que des mesures comme celles prévues dans la loi sur les mesures de guerre, notamment des arrestations massives, allaient ralentir l'enquête sur les événements d'octobre. Le commissaire a plus tard déclaré, sous serment, qu'Ottawa n'a pas consulté la GRC sur l'existence d'un état d'insurrection appréhendé au Québec, ni sur la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Le rapport sur les événements d'octobre 70, rédigé par Maître Jean-François Duchesne et remis en 1980, nous apprend que l'idée de faire appel à l'armée canadienne provenait des milieux policiers, oui, mais que celle d'utiliser les pouvoirs de la loi sur les mesures de guerre n'émanait pas de la GRC. Autrement dit, selon la GRC, les troubles pouvaient être pleinement gérés en vertu des lois ordinaires sans suspendre les droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois. 2 ministres du gouvernement Trudeau ont confirmé par la suite que le Conseil des ministres n'a jamais été saisi d'éléments permettant d'appréhender une insurrection. Publiquement, par contre, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On évoquait une conspiration qui impliquerait 3000 terroristes qui seraient armés de mitraillettes et de dynamite. On disait qu'ils sont en train d'infiltrer les 2 paliers de gouvernement. Juste ça. Ottawa a même inventé un complot de gouvernement provisoire. Celle-là est bonne. Écoutez ça. Auquel seraient mêlés René Lévesque, Jacques Parizeau, Marcel Pépin et Claude Ryan, un fédéraliste notoire qui a été chef du Parti libéral du Québec puis qui a été un des co-dirigeants du camp du Nord lors du référendum de 80. C'est fort de café, comme on dit au Québec, là. Mais c'est pourtant ce qu'a déclaré le plus sérieusement du monde Marc Lalonde, chef de cabinet du premier ministre Trudeau, rédacteur en chef du Toronto Star. Du délire pur et simple. Une campagne de peur pour justifier une réaction excessive, liberticide et essentiellement politique. Ottawa visait à casser le mouvement indépendantiste qui prenait sa place au Québec. Ottawa doit présenter ses excuses de nation à nation. C'est une question de dignité. La loi sur les mesures de guerre a été invoquée 2 fois avant la crise d'octobre, comme je vous disais tout à l'heure. Par chacune de ces 2 utilisations, le gouvernement a présenté des excuses et même parfois des dédommagements aux victimes de ces excès. En 1988, pour les victimes d'origine japonaise internées et déplacées lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1990, pour les victimes d'origine ukrainienne internées lors de la Première Guerre mondiale. En 2006, pour les victimes d'origine ukrainienne internées lors de la Première Guerre mondiale. La nation québécoise aura-t-elle droit à de telles considérations? La liste d'innocents à arrêter a été dressée par Ottawa. La police a même demandé à Trudeau, Marchand, Pelletier, les soi-disant 3 colombes, Gilles Vigneault disait nos 3 colombes n'étaient que nos grenouilles de jadis, d'ailleurs, leur a demandé de jouer avec la liste, d'enlever, de rajouter des noms. Belle démocratie. On a là un épisode digne d'une république de bananes, Monsieur le Président. Puis René Lévesque disait de l'administration Trudeau qu'elle s'était comportée comme un gouvernement totalitaire en temps de paix et il avait bien raison. La tragédie d'octobre 70 ne doit pas rester sans lendemain. Le silence assourdissant d'Ottawa aujourd'hui, 50 ans plus tard, est condamnable en tout point. En 2004, comble de l'insulte, mais aussi témoignage des conséquences de ne pas être maître chez soi, on nous a imposé le nom d'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau pour désigner l'aéroport de Montréal. Pour la nation québécoise, Pierre-Éliott Trudeau, là, ça ne va jamais être le champion des droits et libertés qui prétendait être, ni celui que le Canada essayait de nous faire croire qu'il était. Ce dernier n'a jamais affiché un quelconque remords sur le crime d'État
dont il a été le principal responsable. Et il s'est même toujours montré fier de ses décisions. Il n'est qu'un fossoyeur de peuple, Monsieur le Président. Je vous assure d'une chose, puis d'ailleurs, demain, on va pouvoir souligner le 25e anniversaire du référendum volé de 1995. Je vous assure d'une chose, c'est quand le Québec va opter démocratiquement et pacifiquement pour son indépendance, une des premières décisions qu'on va prendre, c'est de changer le nom de l'aéroport de Montréal. Just watch us! D'ici là, les excuses officielles de nation à nation... C'est correct. J'excuse. Le temps est expiré. Maintenant, nous allons procéder aux questions et commentaires. The Honourable Parliamentary Secretary to the Government House. Mr. Speaker, well, we know now that the Bloc's primary purpose, outside of attempting to break up Canada, is to rename the Pierre Elliott Trudeau Airport. And I find it somewhat interesting in the sense that Pierre Elliott Trudeau is the one that brought in the Charter of Rights and freedoms for all Canadians. I would also notice that in terms of the French language, and this is what I would form my question around to the member, is in terms of the French language, Pierre Elliott Trudeau was probably the most ably minded, strongest advocate for Quebec having remaining a francophone province and the rest of Canada becoming bilingual. It's one of the reasons why there's as many kids and adults today speaking French today in the province of Manitoba is because of the efforts of Pierre Elliott Trudeau. I'm wondering if he could just provide his thoughts on those 2 points. La députée de Saint-Hyacinthe-Pagode. Bon, sauf Pierre Elliott Trudeau qui serait ce grand artisan du Québec français, là. Pierre Elliott Trudeau est l'artisan aussi de l'établissement du gouvernement des juges au Canada qui a passé la loi 101 au tordeur. Donc, j'invite mon collègue à être sérieux la prochaine fois qu'il va nous parler de la question. Là. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member will go by video conference. The honourable member for Nanaimo, Nanaimo Ladysmith. Well, thank you, Mr. Speaker. I just want to thank the honourable member for his speech. I don't agree with everything that he's had to say, but I do agree that we've made mistakes in the past based on the information that we had at the time. You know, the Japanese internment, the internment of Ukrainian Canadians, and these situations were based on the information that was given to us or to our leaders. And in Quebec, it was the same situation. So the Quebec government asked for help and the mayor asked for help, but there was overreach in this situation. And I think that an apology is in order for those that were victimized by that overreach, the people that were collateral damage in this situation. My question is, there's a lot of dissension on this, and my question to the honourable member is, would he accept, would the Bloc accept amendments to this motion to make it more acceptable to other members of this House? La députée de Saint-Hyacinthe-Pagode. Merci, Monsieur le Président. Cependant, mon collègue, merci pour sa question, n'a pas précisé quel type d'amendement il souhaiterait, donc c'est difficile de se prononcer sur des questions hypothétiques maintenant. Mais je vous dirais, je le remercie néanmoins d'être d'accord avec le principe des excuses et j'espère que, quand viendra le temps de voter, il se lève avec nous au moment venu. Questions et commentaires? L'honorable député de la Prairie. Monsieur le Président, avant, il y avait le député de Marc-Aurèle Fortin là, qui a parlé 10 minutes de temps qui était sur autre chose que la motion d'aujourd'hui. Mais il nous a dit que l'histoire, c'était pas important pour lui. C'est peut-être pour ça qu'il est libéral, là. Mais moi, j'aurais une question à poser à mon collègue, parce que c'est important. Hey, écoutez, là, Monsieur le Président, moi, je disais à mes étudiants que si tu veux savoir où tu t'en vas, il faut que tu saches d'où tu viens. Ce grand personnage là, de Marc-Aurèle Fortin nous dit que l'histoire, c'est pas important. Qu'est-ce que mon collègue a à répondre à ce libéral-là? La députée de Saint-Hyacinthe-Pagode. Je suis sans mots, Monsieur le Président. Je l'avoue, je m'avoue vaincu par la question de mon collègue. Je propose à l'ensemble des collègues députés de venir prendre un verre à mon bureau après et je leur dirai ce que j'en pense. J'aurai le temps d'y penser d'ici là. Questions et commentaires? L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Très chers collègues, vous me corrigerez, vous êtes vraiment
meilleur que moi peut-être en histoire, même si ça a toujours été une de mes matières favorites à l'école. En 1970, il y avait eu quelques mois avant une élection au provincial. Et ça pourrait justifier le pourquoi M. Bourassa, se trouvant dans cette situation-là, il ne savait pas trop comment c'était pour se dénouer, a demandé de l'aide. M. Drapeau, lui, de son côté, s'en allait en élection quelques semaines après. Ça peut aussi expliquer pourquoi il a choisi de... Mais moi, ce qu'on m'a toujours appris comme directeur d'école, c'est de ne pas mettre la faute sur Pierre-Jean-Jacques, que moi, j'étais imputable de ce que je faisais et de ce que je signais. Alors, que dit mon collègue de cela? Peu importe ce que l'histoire a fait ou ce qui s'est passé au provincial ou au municipal, la décision, l'imputabilité revient à Pierre-Éliott Trudeau, n'est-ce pas? Quel salaire cette pagode? J'ai entendu que la décision revient à Ottawa parce que c'est ici que ça s'est voté. Soyons clairs, soyons honnêtes. Tous ceux qui voudraient nous envoyer « Oui, mais le Québec a demandé ça. » Mais le Québec, ils en ont discuté d'ailleurs il y a 2 semaines. Puis c'était pas mal. Il y avait quand même pas mal de terrain d'entente sur le fait que ça n'avait pas eu de grand bon sens ce qui s'était passé là. Mais tous ceux qui veulent nous envoyer ça, c'est des gens, comme on le sait, qui ne veulent pas assumer, qui ne veulent pas présenter d'excuses. Donc, c'est bien entendu que c'est commode de renvoyer ça et de justement réécrire l'histoire pour reprendre à peu près les seules fois que l'orateur précédent a mentionné l'histoire, là. En réalité, c'est de leur côté qu'on veut réécrire l'histoire, qu'on veut nier le fait que ça s'est voté dans cette Chambre. Franchement, ça s'est voté dans cette Chambre, surtout une Chambre qui est tellement prompte à faire des excuses à la planète au complet. Faites le don à la nation québécoise. C'est très, très simple. On va tous être contents. On passe à un autre appel après, jusqu'à ce qu'on change le nom de l'aéroport pour faire plaisir à mon collègue de l'autre bord.